une production Binge Audio. Le corps d'un homme s'est échoué sur les berges de Frosset. Coup de fusil de chasse, il est torturé, coup de crosse au visage, ficelé comme un saucisson. coup de pied de biche en pleine tête, coup qui lui est porté à la tête. On se ficelle pas pour rire. Des impacts de balles dans sa maison. Salut, c'est Thomas Rozek. Quand j'avais 20 ans, j'habitais Brest. J'habitais une rue du centre-ville que je descendais tous les jours. Et tous les jours, je passais devant un bar où je n'avais pas du tout envie d'entrer. Il s'appelait le Monocle. C'était, comment vous dire ? C'était exactement l'idée qu'on se fait d'un bar louche. Pas de fenêtre, une porte blindée, une enseigne avec un chapeau haute forme et un monocle, donc, pour faire un peu cabaret, j'imagine. Sans même voir à l'intérieur, on pouvait se douter qu'il s'y passait des trucs pas nets. J'ignorais à l'époque que pile au moment où je m'interrogeais sur cet endroit bizarre mais familier, son patron, Bernard Algret, était activement recherché par la police après qu'il se soit évaporé dans des circonstances très floues. J'ignorais aussi qu'Algret, alias le Nantais, faisait partie d'un monde criminel plus vaste, le milieu, et qu'en réalité, à 2 pas de chez moi, se jouait l'un des derniers actes d'un grand banditisme bientôt disparu, et que cet univers, qu'on imagine réservé aux films et aux séries, finalement se cache parfois tout près de nous. C'est cette histoire, ces histoires, que j'ai eu envie de vous raconter avec les 2 épisodes qui arrivent, réalisés par Geoffrey Puitch. Bienvenue dans Programme B. Je m'appelle Gérard Le Brigand, j'ai dirigé la brigade criminelle de Brest pendant une bonne quinzaine d'années, on va dire. Si je te dis Bernard Algret, ça te rappelle quoi ? Ça te fait penser à quoi ? Oh, ça me rappelle quelqu'un que j'ai bien connu à une époque, qui était sur Brest, qui a tenu un certain nombre d'établissements, des bars ou des boîtes de nuit, et qui défrayait un peu la chronique parce que c'était pas toujours très, très, très net ce qu'il faisait. Ouais. Toi, tu l'as rencontré plusieurs fois. Il était comment comme gars ? Oh, c'était un garçon plutôt aimable, pas désagréable. J'étais chef de la brigade criminelle à l'époque et je savais qu'il valait mieux pas trop me contrarier. Et donc, ça se passait bien généralement, mais bon, il fallait s'en méfier. Bernard, c'était pas un petit saint, quoi. Il était toujours dans des magouilles à droite à gauche. Et il valait mieux quand même ne pas prendre pour argent comptant ce qu'il pouvait raconter. Physiquement, il était comment ? Alors, ce qui frappait chez lui, il avait des sacrées mains. Ah ouais. Je me rappelle de mon collègue qui disait je voudrais pas qu'il me mette une gifle parce que c'était un gars qui avait travaillé dans le bâtiment. Il était artisan au départ. Ouais. Et c'était un bon artisan. C'était par ici, non ? C'était ici. C'était ici, hein. On est au niveau du 12 de la rue du Ray. Bon, alors, il n'y a plus trace de cet établissement qu'on a connu à l'époque. C'était quoi ce bar qu'on trouvait donc ici, là, à peu près à l'endroit où on se trouve, donc qui est une rue au-dessus de l'église Saint-Martin dans Brest, quasiment dans le centre-ville, aux portes du centre-ville de Brest. C'était un établissement, c'était un bar à hôtesse, le Monocle. Bon, il recevait, c'était surtout, il fallait marcher au champagne. C'est-à-dire, quand tu dis marcher au champagne, c'est-à-dire il y avait 3-4 filles qui travaillaient dans l'établissement et qui étaient là pour pousser à la consommation. Bernard Algret n'était pas ennemi de ses intérêts, donc plus l'argent rentrait vite, mieux ça valait, quoi. C'est un établissement qui était connu des services, j'ai envie de dire. Oui, forcément, ce genre d'établissement, c'est toujours des endroits qu'il faut un petit peu surveiller parce que il y a des gens qui viennent. Alors, quelquefois, il y avait des plaintes. Il y avait des gens qui étaient venus là et qui se retrouvaient avec des ardoises, des 500-600 € dans la nuit et qui, le lendemain matin, quand ils avaient un peu recouvré de lucidité, trouvaient qu'ils avaient quand même payé cher pour
pour les prestations qu'ils avaient eues. Et c'était un bar où il y avait de la prostitution, c'est clairement, ça se savait, ou c'était avéré, ou c'était juste une rumeur ou... Il y avait des box à l'intérieur de l'établissement où les clients qui voulaient s'isoler avec une hôtesse pouvaient le faire. C'est déjà le genre d'établissement qui attire aussi les voyous. Donc il avait forcément des relations dans tout ce qui grenouillait sur Brest, avec ce que ça peut supposer de petites combines, quoi, on va dire. Surtout que lui-même s'est plongé à plusieurs reprises dans des affaires judiciaires. Il a fait quand même pas mal de détentions pour différents motifs, entre autres des escroqueries de toutes sortes. Plus une grosse affaire de chèques volés qui lui avait servi à aller chercher des fourgons pleins de bouteilles de Bordeaux ou de champagne qu'il payait avec des chèques volés, et c'était vendu dans cet établissement. Là, ça avait des marges qui étaient intéressantes et c'était net d'impôts. Toi, tu l'as arrêté plusieurs fois ? Je l'ai arrêté d'abord pour cette affaire-là. Ça lui a valu une détention de 2 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Et il y avait une autre affaire, d'affaires de fausses factures au préjudice d'EDF, en fait, des fausses études qui étaient payées à des fausses entreprises et qui permettaient au patron des fausses entreprises en question de venir dépenser l'argent dans les établissements. C'était du court-circuit finalement, et ça avait été assez rémunérateur. Ça a été plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'époque. Tu savais qu'il était nantais, j'imagine. Tu savais quelles étaient ses accointances avec le milieu, ce qu'on appelait le milieu nantais. J'imagine que forcément, comme policier, surtout de brigade criminelle, on se dit « Oula, un nantais qui est dans le truc des clubs de nuit et tout ça », il y a quelques signaux d'alarme qui s'allument à ce moment-là. Il est né à Loches, dans les Pays de Loire, et je sais qu'il avait commencé après sa ville natale, il était allé à Nantes, où il avait eu un certain nombre de relations avec des gens qui étaient dans le milieu. C'est peut-être ça qui lui a mis le pied à l'étrier, si on peut dire, et qui lui a donné des idées pour sa carrière ensuite. Et je pense qu'il avait toujours conservé ses réseaux. Il était peut-être un peu à la marge, mais il connaissait encore du monde là-bas. Il y a un dernier truc que je voulais te demander sur Algret. Il a été dit après son décès qu'il était donc soit un indique, soit assimilé à un indique, en gros qui parlait beaucoup avec la police. Est-ce que toi c'est comme ça que tu le décrirais aussi, ou est-ce que tu en as une image différente ? Pour moi, un indique, c'est quand même plutôt quelqu'un qui vient au commissariat balancer quand on lui a rien demandé. Algret, c'était pas ça. Par contre, c'est vrai que quand il avait un problème, qu'il était convoqué parce qu'il y avait eu un contrôle dans un de ses bars, il essayait quand même un petit peu d'échanger un petit quelque chose contre la tranquillité. Tu l'aimais bien ? Tu dirais ça ? C'était un voyou pas antipathique, je vais pas dire, j'ai connu pire. Il m'amusait un petit peu parce que on savait très bien ce qu'il était et il voulait paraître autre chose, donc c'est toujours un peu rigolo de voir quelqu'un comme ça qui essaie de paraître et il était comme un peu frimeur, quoi. D'ailleurs, je pense que ça a été sa perte, parce que s'il n'avait pas voulu avoir les voitures qu'il avait et claquer de l'argent comme il le faisait, il aurait pu se dispenser d'être malhonnête, on va dire. Et c'était son côté frime qui était un petit peu fatigant par moment, quoi. Tu disais, qu'il arrête, quoi. Au milieu des années 2000, les choses se gâtent à Brest pour Bernard Algret. L'étau judiciaire se resserre. Ses affaires sont dans l'œil de la justice qui veut le faire plonger pour proxénétisme. En 2005, il a 58 ans. Il a quitté le Nord Finistère pour le sud du département et il s'est installé à Bénodet, une station balnéaire tranquille, juste à côté de Quimper. Cette mise au vert, un classique chez les truands, elle sert à préparer l'après. Une retraite peut-être. On dit qu'il réunit ses avoirs pour filer au soleil. Mais rien ne va se passer comme prévu. Samedi après-midi,
la disparition de Bernard Algret était signalée à la police par son ancienne compagne. Venue déposer leur fille pour le week-end à Bénodet, elle a découvert une maison vide, en désordre et tachée de sang sur le sol et les murs. Dimanche, après avoir installé un périmètre de sécurité autour du pavillon, les gendarmes de la section de recherche de Rennes ont débuté les investigations. Avant cette affaire-là, il a en fait au-dessus de la tête une nouvelle épée de Damoclès judiciaire parce qu'il est poursuivi à nouveau pour proxénétisme aggravé. Il tiendrait plusieurs établissements sur Brest. Hervé Chambonnière, grand reporter au Télégramme. Il disparaît d'une maison qu'il habite, mais c'est une maison de location à Bénodet. C'est à la fin de l'année 2005 qu'il disparaît. Qu'est-ce qui fait que c'est une disparition inquiétante ? Ça m'avait marqué à l'époque parce que les moyens de police scientifique avaient été gigantesques et ils avaient passé, je crois, 1 ou 2 journées entières à l'intérieur pour recueillir les éléments. Il y avait beaucoup de sang. C'est quoi la théorie des enquêteurs au début sur sa disparition ? Il y a plusieurs en fait options. La première, il y a tellement de sang. Il y a tellement de chaos que c'est presque trop beau et ça pourrait ressembler à une mise en scène. Ce scénario-là est en fait appuyé aussi par la procédure qui était en cours et qui le visait, où il risquait 10 ans de prison pour proxénétisme aggravé. Les enquêteurs se demandent en fait si il n'a pas cherché à partir en le faisant croire à une disparition, quoi. D'autant que rapidement les enquêteurs se rendre compte qu'il était en train de récupérer ses avoirs et qu'il s'apprêtait à partir de mémoire, c'était au Maroc. Et il y a l'hypothèse, la deuxième hypothèse, c'est celle du règlement de compte. Parce que, de par son passé, il s'est fait de solides inimitiés. Il y a même tout de suite, très rapidement, dans les 2 jours, je crois même dès le lendemain, il y a des noms qui circulent, dont celui de Antonio Freitas, avec qui il a déjà eu maille à partir, parce qu'en fait, Bernard Algret, à l'origine, était à Nantes, et il s'était mis au vert, en fait, une première fois dans le Morbihan, où il avait ouvert un établissement. Antonio Freitas est une deuxième figure des nuits nantaises, cette fois-ci, était venu le racketter, parce que, selon eux, il lui devait une incarcération. Lors de ce racket-là, Bernard Algret a prévenu les forces de l'ordre et Antonio Freitas et son compagnon Chabot, de mémoire, ont été interpellés et sont repartis en prison. Il y avait de quoi susciter encore un peu plus de rancœur. Voilà. Donc les deux hypothèses de départ sont celles-ci. Ce 30 avril 2006, le temps est clément sur la région nantaise. Certains profitent du repos dominical pour s'adonner à une balade le long de la Loire, mais en début d'après-midi, un passant fait une découverte macabre. Le corps d'un homme s'est échoué sur les berges de Frosset, entre Nantes et Saint-Nazaire. Immédiatement prévenu, les gendarmes arrivent sur les lieux. À l'époque, Jean L'Hôtelier est le maire de la commune. Très vite, il prend la mesure de ce qui se passe. Sur place, j'ai été tout de suite confronté à un triste spectacle, puisque ce pauvre brave homme qui était ficelé comme un saucisson avait dérivé longuement en Loire. On se rend compte de la gravité de la chose quand un homme est ficelé de cette manière-là et a séjourné longtemps dans l'eau. Bon, on pense quand même que on ne se ficelle pas pour rire. Passé les premiers jours, on n'entend plus rien. Il n'y a plus d'infos qui circulent. Et donc les semaines passent, les mois, et moi je m'intéresse en fait à l'affaire et je commence à creuser un peu et j'apprends en fait qu'il y a un corps qui a été retrouvé dans la Loire et que ce corps est celui de Bernard Algret. C'est 4 mois et demi après la disparition, donc on est en avril, 2006. C'est de mémoire, c'est un corps qui est coincé dans les roseaux, ce qu'il en reste. Et ça serait une identification ADN. Il est enroulé dans du Chatterton, du gros scotch. Ses mains sont attachées. J'apprends qu'il y a eu des gardes à vue, etc. Et j'ai déjà tout le scénario probable du déroulement des faits. Et c'est un scénario qui est épouvantable. Et en fait, tout se passe très vite. Il descend, je crois qu'il est en sous-vêtements. Tout de suite, il y a des coups qui sont échangés parce qu'il sait, il sait pourquoi les gars viennent. Il y a un coup de fusil de chasse qui part. Les plombs se figent dans le plafond.
En fait, il a reçu un énorme coup de crosse au visage, mais il se débat. C'était une personne qui avait une forte carrure, qui n'était pas très très grand, je crois, mais qui était très costaud. Et donc, il donne énormément de fil à retordre à ses agresseurs. Et je crois qu'il se prend un coup de pied de biche en pleine tête. Et c'est ça d'ailleurs qui sera l'origine des grosses traces de sang qu'on va retrouver dans plusieurs pièces. Donc là, il le ligote, il le met dans le coffre de sa voiture. Et puis, il doit reprendre ses esprits pendant le trajet jusqu'à Nantes. Et pour le calmer, ses agresseurs tirent à travers la banquette arrière. Je crois qu'il y a une balle qui se loge dans une de ses jambes. Voilà. Il est apporté dans Bord-de-Loire. Donc là, il est torturé avec une baramine, avec une perceuse électrique. Il est évidemment frappé. Il y a un ultime coup qui lui est porté à la tête, un coup de baramine, qui le laisse sans connaissance. Et à partir de là, il est saucissonné, emmené sur un pont et son corps est jeté dans la Loire. Écoute téléphonique, filature, l'enquête débouche sur une descente grandeur nature. Les gendarmes interpellent 14 personnes à Nantes en mai 2006. Parmi elles, 5 sont poursuivis pour assassinat, complicité et acte de torture. Et comme dans le million ne se fait pas de cadeau, plusieurs co-accusés désignent Antonio Freitas, dit Tonio, comme l'unique commanditaire. Que sait-on de plus sur cette affaire après 3 semaines d'audience ? Pas grand-chose. Mais les débats auront au moins permis de cerner la personnalité de José Antonio Freitas. Celui que l'avocat général a appelé le parrain n'a pas hésité à injurier ses co-accusés dans le box, un comportement qui confirme son emprise sur ses acolytes. Il a monopolisé malgré tout des débats, nous abreuvant les jurés de détails. Et en tous les cas, il s'est positionné comme meneur dans cette défense et en tous les cas comme meneur individuel. Je m'appelle Yves Madec, je suis journaliste au Télégramme depuis 1999 et plus particulièrement chargé des faits divers depuis cette époque-là. Nous, ce qui nous arrive vraiment, mais vraiment d'un coup, c'est ce gros procès. Ouais. Et donc, pour une ville comme Quimper, qui est plutôt tranquille, le dernier gros procès, pour dire, c'est l'affaire Seznec. Ouais. Donc ça remonte un petit peu quand même. Et donc, on a ce gros procès qui se prépare avec 3 semaines de procès à venir, avec des bandits qu'on ne voit jamais. Avant que ce procès ne commence, on a déjà eu un petit aperçu, parce que le juge d'instruction cherché de cette affaire-là, il est sur Quimper, c'est le juge Folzer, et donc c'est lui qui convoque, pour les entendre, il convoque les 5 dont on entendra parler plus tard. Et donc, déjà là, c'est pas le même dispositif qu'habituellement au tribunal. Le tribunal, il est bouclé. On a des vingtaines de gendarmes qui sont là pour regarder s'il n'y a pas du monde sur place et tout. Comme on le voit dans les films, en fait. Ouais. Et ça, à Quimper, on n'a pas l'habitude. Ouais. Donc vraiment, le premier choc, c'est ça. Et là, on est à peu près en mai 2006, quand ils comparaissent devant le juge d'instruction, Folzer. Le procès, il a lieu quand ? Alors, le procès, il commence en octobre 2009. Moi, il y a une phrase dont je me souviens fortement. On avait interrogé un avocat, juste avant le procès, qui lui nous avait dit, s'il n'y a pas de mort dans cette affaire, dans ce procès, ce sera déjà bien. Voilà, ça plante un petit peu le décor. Heureusement qu'entre chaque accusé, il y a un gendarme, sinon ils se seraient jetés dessus. Et plusieurs fois d'ailleurs, durant ces 3 semaines de procès, les gendarmes les ont empêchés de se mettre dessus, parce que vraiment, sinon... ils se seraient vraiment tapés dessus. C'est quoi le casting de ce procès ? Quand on les voit arriver le jour du procès, on voit 5 gars qui auraient pu jouer dans des films. Freitas, notamment, qui est le soi-disant commanditaire. Son vrai nom, c'est ? Alors, c'est José Antonio Freitas, franco-portugais. C'est un mélange de Robert De Niro et de Joe Pesci. Ouais. Mais c'est un spectacle. C'est un spectacle. On retrouve celui qui était son ancien ami, mais qui est devenu son ennemi numéro 1 durant tout le procès, qui s'appelle Joël Bogert. Plutôt beau gosse, plutôt beau parleur. Le vrai tueur à gages, lui. On a Christian Soler, dit Chiffon. Alors c'est un terme qui est pas très sympa, mais qui définit vraiment ce qu'il est normalement, quelqu'un qui suit, qui est pas très très fin, et qui lui a cette particularité d'avoir été ami avec Algret. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs la fille d'Algret lui reprochera assez à l'audience en le regardant dans les yeux et en lui disant mais comment se fait-il que tu sois impliqué là-dedans alors que t'es venu manger à la maison, tu me connais depuis que je suis toute petite et tout. Ensuite, on a 2 plus effacés. Rachid
Arafan, dit Scarface, franco-marocain. On n'a pas trop de souvenirs de lui. Et pareil pour Pierre Collier, alors dit Peter, camerounais d'origine, qui avait le plus petit casier. Donc là, vraiment, dans ce quintet, on a vraiment les deux têtes d'affiche que sont Tonio et Joël Bogaert, dit Jo. Ils sont renvoyés pourquoi devant la cour d'assises ? Ils sont envoyés pour enlèvement, séquestration, suivi de mort, acte de torture et de barbarie. À part Bogaert, qui a toujours été droit dans ses bottes et qui a dit d'emblée, c'est un meurtre commandité, on nous a demandé d'aller l'enlever pour le faire souffrir après et tout. Tous les autres sont restés sur cette ligne de conduite du début à la fin, du cambriolage qui aurait mal tourné. C'est pour ça que tout le monde était contre Bogaert, parce que c'était le seul à tenir à peu près la version qui correspondait aux éléments recueillis. Lui, il est toujours resté sur la version de l'enlèvement. Il a toujours dit qu'il fallait le ramener à Nantes pour lui extorquer de l'argent qu'il conservait pour une cavale au Maroc. Clairement, Bogaert dit il était prévu de le travailler au corps. Donc d'emblée, il le dit. Et comment les autres se défendent ? Donc du coup, Freitas, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Parce que lui, sa présence sur les lieux n'est pas avérée. Comment il explique sa présence, pour le coup, aux assises ? Pour lui, il a rien commandité. Il n'a rien fait. Et d'ailleurs, toute la première semaine de procès, il va dire « Vous verrez, la semaine prochaine, je vais vous amener une preuve, ce sera tout simple. » On attend toujours. Hein. C'est beaucoup d'esbrouf. Il y a énormément d'éléments qui le confondaient. Mais j'imagine que dans ce milieu-là, même quand on est pris, il ne faut pas avouer, quoi. Donc, il a jamais avoué. Il n'a jamais avoué. Pour lui, c'est Bogaert qui veut l'enfoncer, voilà, tout simplement. Comment ça se solde ? Donc ça, c'est la première instance, on va dire, parce qu'il y aura un appel après. Comment ça se termine pour eux, ce premier procès ? Ça se termine sur quoi ? Freitas il a pris 22 ans de sûreté. Quand le verdict est tombé, il a à nouveau fait le show avec, je vous le cite, ils viennent de condamner un innocent, un de plus, après Dreyfus, Seznec et les autres. Bogaert pensait sûrement s'en tirer un petit peu mieux, comme lui avait dénoncé ses petits camarades, et il a pris 20 ans de réclusion. De leur côté, Chiffon et Scarface prennent aussi 20 ans, et Pierre Collier, 10 ans. En 2011, en appel, toutes les peines sont confirmées, sauf, surprise, celle de Freitas, qui s'en sort mieux qu'au premier procès. 20 ans seulement, pas de perpétuité, pas de peine de sûreté, et tous d'ailleurs sont certainement sortis de prison depuis. Ça reste très flou, cette affaire. Les raisons, ce qui a mené à cette nuit d'horreur fin 2005. Ce qui est sûr, c'est que ce dossier, il marque, avec d'autres, la fin d'une histoire criminelle bien plus vaste et complexe, celle du milieu nantais. Car oui, il y a eu pendant des années un milieu, un vrai, un grand banditisme important mais très discret à Nantes. Un milieu méconnu, avec son lot d'histoires ahurissantes. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. À Brest, il était assez connu, on l'appelait Bernard le Nantais, mais il paraît qu'à Nantes, on le connaissait pas du tout. Pas du tout. Dans les fourgons, ce qu'il y a d'extraordinaire et qui rattache cette histoire nantaise à une partie d'histoire assez étonnante, c'est la figure d'un des braqueurs, c'est Jacques Lafaille. L'un des principaux truands français, Alain Couelier, il était nantais. D'un côté, des policiers disent qu'il n'y a pas de milieu, mais on reconnaît que le parrain du milieu nantais, c'est Roland Chamarbois. Voilà. Ah, le parrain, oui,